Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur ce chapitre 8 qui va s'intituler ici le travail d'une force. Alors le travail d'une force est une notion physique qui est fondamentale. On va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire derrière. Alors dans le premier paragraphe, on avait vu les différents types d'énergie d'un solide en translation, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Donc maintenant en fait on va essayer de s'intéresser à la manière dont on fait pour transférer de l'énergie d'un type d'énergie à une autre énergie. Par exemple, si je prends un objet que je laisse tomber, eh bien, au départ, je vais donner de l'énergie potentielle et ça se transforme en énergie cinétique. Comment est-ce que je peux réaliser ce transfert d'énergie? Eh bien, les transferts d'énergie mécanique, ça s'appelle un travail. Si une force, par exemple, ici, c'est le poids qui va travailler, puisque vous êtes sur la Terre, donc c'est le poids. Donc le poids, c'est une force qui va agir sur votre système, qui va travailler dessus, c'est-à-dire qui va engendrer des transferts d'énergie. Donc vous passez de l'énergie potentielle de pesanteur à l'énergie cinétique. Voilà, d'accord? Alors pour comprendre, en fait, donc ça c'était l'exemple du poids. Si par contre maintenant je peux appliquer cette notion de travail, cette transfert d'énergie électrique, d'énergie tout simplement, à n'importe quelle force, à n'importe quel système, lors d'un déplacement. Alors pour ça, je vais vous donner une situation, on va essayer de la comprendre assez intuitivement. Alors vous avez donc ici, je vous mets donc au début du 19e siècle, le cheval était la référence de puissance des attelages. Le premier tramway a été inventé en 1832 par un New-Yorkais et il s'agissait d'un tramway à cheval. Comment un cheval attelé à un tramway doit-il se déplacer pour faire avancer le tramway avec un maximum d'efficacité? D'accord, donc voilà, j'ai mon cheval et puis il tire le tramway qui se trouve ici. Alors, on va voir la situation vue de dessus. Donc ici c'est mon tramway, là c'est mon cheval, donc voilà, et donc le but du cheval, c'est de faire un déplacement de A vers B. Et puis votre tramway, lui il est sur des rails, d'accord, donc voilà, donc, il peut faire que ça. Alors on comprend que si votre cheval va tirer dans ce sens, alors je vais lui faire une petite flèche, donc cette flèche ici, comme ceci, voilà, le cheval va tirer de là jusque là, d'accord? Et en même temps, sachant que je veux, moi, qu'il aille de là jusque là, eh bien mon déplacement ici va être totalement efficace, d'accord? Je vais aller dans le bon sens. Maintenant, imaginons que le cheval décide de faire un peu ce qu'il veut. Alors moi, je veux toujours qu'il aille du point A vers le point B, ici, d'accord? Je vais peut-être le faire un peu mieux. Pardon. Je peux pas effacer ici. Ça. Ouais. Pardon, je vais le faire un peu mieux. C'est-à-dire, je vais le faire de là jusque là, donc ça c'est ce que j'ai envie de faire, mais mon cheval en fait il a décidé de faire un peu ce qu'il veut et donc il va sur le côté, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer bien dans la ligne droite, il va un petit peu sur le côté, il va faire un angle. Donc s'il fait un angle ici, regardez bien, il va faire un angle, il va tirer avec une force F dans ce sens-là. On comprend que si vous avez un angle entre les deux, eh bien la traction de votre cheval elle va être moins efficace. On peut même prendre le cas complètement extrême, imaginons que le cheval décide de partir par là, là on comprend que le tramway va pas du tout avancer. D'accord, la force que va tirer le cheval ne va pas du tout influencer du coup le tramway. Et on comprend même un cas vraiment extrême, si imaginons qu'il commence à aller dans ce sens-là, eh bien votre tramway va quand même soit ralentir, soit même carrément reculer s'il va dans ce sens-là. Donc on s'aperçoit que en fait entre le déplacement que je veux ici de A vers B avec ma flèche bleue et et la force que je vais lui appliquer ici, eh bien il existe un lien entre la direction et l'angle de cette force. Alors, ici, quand j'ai deux flèches, c'est-à-dire deux vecteurs qui sont dans le même sens, dont l'efficacité est maximale, ici, quand j'ai un angle, l'efficacité est un peu moins forte, et puis ici, si j'ai carrément un angle de 90 degrés, l'efficacité est carrément nulle. Eh bien, il existe un outil mathématique qui va rendre compte parfaitement de ça, c'est ce que l'on appelle le produit scalaire. Et donc, on va définir ce transfert énergétique qu'on va appeler le travail comme étant le produit scalaire de quoi? Eh bien, de la force par le déplacement. Voilà, c'est comme ça que l'on va faire. Alors, je vais enlever tout ça et je vais revenir à ma vidéo, mon cours ici. Alors, on vous met donc, qu'est-ce que c'est que le travail d'une force? Donc, soit un système se déplaçant du point A, se déplaçant du point A à un point B en subissant une force qu'on va appeler F. F ici. Donc, je fais un F majuscule avec une flèche par-dessus. Alors, il reçoit du fait de F une énergie appelée travail de la force F. Donc, travail
travail de la force F sur le déplacement de A vers B est noté. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour noter le travail? Le travail, on va le noter par la lettre W. W, pourquoi? Parce que W, c'est en anglais, travail, ça se dit work. Alors, il existe plusieurs manières de le noter. On peut le noter donc W qui veut dire travail, travail de A vers B de la force F. Donc je marque ici W qui veut dire travail de A vers B, et entre parenthèses, quelle est la force qui est appliquée, c'est celle-ci. Ou alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais noter ça un peu plus simplement, je vais enlever la flèche, parce que c'est une notation qui est déjà un peu lourde, donc je vais marquer travail de A vers B, sans la flèche entre les deux, de la force F. Voilà, c'est comme ça que je vais noter moi le travail, c'est un petit peu plus simple ici. Alors, petit 2, le travail d'une force. Donc, on va noter que le travail de A vers B d'une force constante, ça veut dire qu'une force qui est toujours la même quoi qu'il arrive, est le produit scalaire de cette dernière avec le vecteur déplacement AB. Donc, on va noter donc le travail de A vers B de la force F. C'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal au produit scalaire de la force. Donc, je mets F. Je mets un point puisque c'est le symbole du produit scalaire de la force, donc AB. Alors maintenant, mathématiquement, à quoi c'est égal F scalaire AB? Vous devez savoir, je vais peut-être pas laisser F cette place, je vais le marquer ici à droite. Donc c'est quoi? Eh bien c'est la norme de F fois la norme de AB, c'est-à-dire la longueur, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ici, je vous mets que alpha ici, c'est l'angle formé entre F et AB, exprimé soit en degrés, soit en radians, ça dépend. Alors ça, il faut juste faire attention à la calculatrice. Si votre calculatrice est en radians, il faudra mettre une valeur en radians, et puis si votre calculatrice est en degrés, il faudra mettre une valeur en degrés. Donc voilà. Nous, ce qu'on va retenir surtout, c'est ça. C'est F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et AB. Alors, on va faire ça dans 3 situations différentes pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour calculer bien ce produit scalaire. Alors, regardez bien ici. Donc, moi, j'ai mon déplacement de A vers B ici, et puis la force que j'applique à mon objet va être ici dans ce sens en formant un angle alpha. Alors, ici, je prends 3 cas. Donc ici, c'est un angle inférieur donc à 90 degrés. Ici, c'est un angle égal à 90 degrés. Ici, c'est supérieur à 90 degrés. Donc, je vais noter que vous avez alpha ici, qui est compris entre 0 et 90 degrés. Ici, je vais noter que alpha est compris entre, pardon, pas compris, du coup, égal 90 degrés. Alpha est égal à 90 degrés. Et ici, alpha est compris entre 90 et 180 degrés. Voilà. Alors, deuxième ligne, on va essayer de voir quelle est entre quoi et quoi va être compris la valeur du cosinus alpha. Alors, vous avez peut-être déjà réalisé ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Alors, je fais ça sur le côté. Donc, le cercle trigo, comment est-ce qu'on fait? On va faire un cercle. Tu veux pas? Il est pas beau mon cercle? Voilà, là il est beau. Donc j'ai ici un cercle. Je vais tracer 2 axes dessus. Bon, c'est pas très joli, je vais le faire à la règle. Donc on va le faire à la règle, ça va être mieux. Donc je vais tracer 2 axes, un axe vertical, comme ceci, un axe horizontal perpendiculaire, voilà. Et donc là j'ai fait mon cercle trigonométrique. Alors vous devez savoir que en fait globalement ici c'est la norme de 1, ici je suis à 0, et ici je suis à -1. Et quand on fait un cercle trigonométrique, je vais prendre par exemple un angle, donc je vais tracer ici un angle, mon angle alpha. Si je suis compris entre 0 et 90 degrés, donc ça veut dire que ma valeur de alpha donc, est comprise entre ces deux-là, eh bien je peux lire la valeur du cosinus directement
ici. Voilà, ça, cette longueur-là, ça, c'est le cos alpha. Hein, de l'autre côté, ici, sur l'axe vertical, c'est le sinus, mais nous, on n'en aura pas besoin ici. Donc, de là jusqu'à là, hein, je lis la valeur cos alpha. C'est ça, c'est sa valeur. Donc, si moi, mon angle est compris entre là et là, eh bien, le cos alpha sera forcément compris ici entre 0 et 1. Donc, on peut le noter ici. Donc, si j'ai l'alpha qui est compris entre 0 et 90, ça veut dire que le cosinus alpha sera compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que, eh bien, comme, si on regarde bien ma formule ici, la norme de la force, c'est une valeur qui est positive. Cette norme, AB, c'est pareil, c'est une longueur, c'est positif. Et si le cos alpha ici, bah, il est positif, hein, puisqu'il est compris entre 0 et 1, donc ça veut dire qu'il est forcément positif, ça veut dire que mon travail ici sera aussi une grandeur positive. Ça veut dire que le travail sera forcément positif. Dans ce cas-là, on va appeler ça un travail moteur. Donc le travail est moteur. Donc le travail est moteur ici. Moteur, ça veut dire que justement, ça va être dans le sens du déplacement. Évidemment, si je veux qu'on se déplace de ce côté-là et que j'applique une force qui va à peu près dans le même sens, eh bien vous allez être bien d'accord que vous allez augmenter, donc la force va permettre d'augmenter la vitesse de votre objet. Et dans ce cas-là, vous allez augmenter son énergie cinétique. D'accord ? Maintenant, si je fais le cas, peut-être pas celui-là, je vais faire celui à cet endroit-là. Oh, oui, on peut le faire ici, non, c'est pas grave. Donc, si alpha égale à 90, si alpha est égal à 90, hein, ce cas que je vais faire ici par exemple en vert, si mon alpha égale à 90 degrés, ça veut dire que mon angle est ici. Eh bien, regardez bien, la valeur du cosinus, elle se lit directement, c'est la valeur 0. Donc ici, si alpha égale 90, ça veut dire que le cosinus de alpha est égal à 0. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, eh bien, ma formule ici va dire que ça fois 0, ça fait forcément 0. Votre travail sera égal à 0. Ça veut dire que le travail est nul. Le travail est nul. En gros, si vous vous déplacez de A vers B et que vous appliquez une force qui est perpendiculaire à votre déplacement, eh bien cette force n'aura pas d'influence sur l'énergie que vous allez transférer. C'est-à-dire que vous n'allez pas transférer d'énergie, vous ne changerez pas la norme de la vitesse. Donc votre objet ira toujours à la même vitesse, à la même norme de la vitesse ici. Dernier cas, eh bien c'est le cas où j'ai alpha qui est compris entre 90 et 180 degrés. Ça veut dire qu'en gros, je vais le faire en violet. Imaginons que j'ai mon angle ici. Donc mon angle alpha, ça sera celui-là, le grand alpha. Donc ma valeur de cosinus, hein, elle sera lue ici. De là jusque là. D'accord ? Donc si vous regardez bien, eh bien je serai compris entre 0 et moins 1. Plutôt dit entre moins 1 et 0. C'est-à-dire que vous aurez une valeur qui sera négative. Dans ce cas-là, eh bien, votre cos alpha sera compris entre moins 1 et 0. Ce qui veut dire que comme c'est négatif, eh bien votre travail ici sera négatif. Et on va dire que le travail, dans ce cas-là, le travail est résistant. Ça va résister au déplacement. Alors, peut-être un petit résumé simple. Donc en gros, j'imagine que j'ai un objet qui se déplace de A vers B, je lui applique une force. Est-ce que cette force va contribuer au mouvement, c'est-à-dire augmenter son énergie cinétique ? Oui ou non, ou pas du tout. Eh bien ça va dépendre de l'angle. Vous comprenez que si la force que vous lui appliquez va être dans le même sens, même avec un certain angle, eh bien quoi qu'il arrive, vous allez contribuer à l'augmentation de la vitesse de votre objet, vous allez tirer dans le bon sens, et donc vous allez augmenter son énergie cinétique. Si vous appliquez cette force perpendiculairement, vous ne changerez pas du tout son énergie, et puis si vous allez dans l'autre sens, eh bien dans ce cas-là, vous allez résister, c'est vous allez faire ralentir. Alors pardon, excusez-moi, petite bug ici. Donc, alors le travail, en fait, c'est une grandeur qui peut être soit positive, soit négative, soit nulle. Et bien ça, mathématiquement, c'est ce qu'on appelle une grandeur algébrique. Donc le travail est une grandeur
algébrique, il peut être positif, négatif ou nul. Bien. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un exemple pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour calculer justement ce travail, c'est-à-dire ce transfert énergétique. Alors, donc, on dit donc un enfant sur une luge descend une piste enneigée. Si l'enfant, il descend sur sa luge. Cette piste rectiligne fait un angle alpha égale 20 degrés avec l'horizontale. J'ai positionné ici l'angle alpha. Le système luge plus enfant a une masse de valeur 50 kg et il parcourt une distance AB égale 20 mètres. C'est-à-dire de là jusque là, je sais, ça fait 20 mètres. Il est soumis à une force de frottement F de direction parallèle à la pente et de sens opposé au mouvement. Donc ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour la positionner tout à l'heure. Donc intensité du champ de pesanteur G égale 10 N par kilogramme. Intensité de la force de frottement F égale 110 N. Alors on va voir quelle première question je pose. Donc première question, je vous demande de faire un schéma de la situation et effectuer un bilan des forces. Donc vous pouvez faire cette partie-là, donc tout simplement un angle avec alpha ici. Et puis à B, on peut marquer que c'est la longueur que l'on connaît. Alors, donc j'ai enlevé le skieur exprès pour faire un schéma plus simple, et puis je vais considérer uniquement que toutes les forces vont s'appliquer au centre d'inertie, c'est-à-dire le centre de l'objet, c'est-à-dire le point G qui va se trouver ici. Alors, quelles sont les forces auxquelles sont soumis mon skieur et mon enfant et sa luge? Premièrement, toujours pareil, vous êtes sur la Terre, donc vous êtes soumis au poids. Donc le poids, c'est une force qui est verticale, dirigée vers le bas, dont l'intensité est égale à mg. P égale mg, ça c'est une formule à connaître. Donc je peux faire ici mon poids, ici, voilà. Donc le poids, je vais le noter P. Donc les forces, c'est le poids, avec P égale m fois g. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous êtes sur le sol enneigé, donc ça veut dire qu'il y a une réaction du support. Cette réaction, elle doit être perpendiculaire à votre support. Donc je dois avoir cette force qui doit être perpendiculaire, c'est-à-dire qu'ici, je dois avoir un angle droit entre les deux. Donc, je vais faire une autre couleur, je vais le faire en vert. Voilà, j'ai la réaction du sol qui est perpendiculaire. Je vais faire une flèche. R. Donc R, c'est la réaction de norme R. Et puis la dernière, on vous dit il y a des frottements. Alors les frottements, je dois faire, comme c'est marqué dans l'énoncé, donc une force qui doit être parallèle au mouvement. Donc c'est-à-dire comme faut que j'ai mon angle qui soit, enfin que je trace mon trait qui soit suivant le déplacement. Et puis de sens opposé. Ça veut dire que comme je vais descendre, et bien les forces de frottement, je vais les faire comme ceci. Voilà, ça ce sont mes forces auxquelles sont soumis votre solide. Donc ici c'est ce qu'on appelle les frottements. Et puis je vais noter ça F minuscule. Voilà, donc là j'ai fait mon schéma de la situation et j'ai fait un bilan des forces. On verra si on a besoin de le compléter après ce schéma. Alors voilà, je vais essayer de calculer maintenant le travail de ces trois forces-là. Donc moi mon déplacement, il est parallèle ici. Donc mon déplacement, que je peux faire par exemple ici en orange, donc moi je me déplace dans ce sens-là, de A vers B, ici. Ça c'est mon déplacement de A vers B. Voilà, ça c'est mon déplacement. Et maintenant je vais calculer le travail de chacune de ces forces-là. Alors on va faire peut-être la plus simple, c'est-à-dire la réaction. Alors je vais le faire en vert de la même couleur. Alors, au point de vue de notation, le travail ça se note W. Donc W de A vers B, de quelle force? On va faire de la force R, de la force de réaction. Alors, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à la réaction scalaire AB. Alors, je vais passer en norme, donc c'est la norme de R, fois la norme de AB, fois le cosinus de l'angle entre R et AB. Alors, regardez bien, AB ici est comme ceci,
R est là, ça veut dire que l'angle entre les deux, regardez bien ici, cet angle-là, c'est un angle droit, ça veut dire que c'est un cosinus de 90 degrés. Cosinus de 90, on a vu, c'était égal à 0. Ça veut dire que c'est égal à R fois AB fois cosinus de 90, et ça, évidemment, eh bien, c'est égal à 0. Ce qui veut dire que, bah, regardez bien, hein, c'est la situation que l'on avait tout à l'heure. Votre déplacement est comme ceci, sauf que c'est un peu décalé. Là, votre force est perpendiculaire. Le travail ici est nul. Voilà. Donc vous avez un travail qui est nul. Ça veut dire que cette force de réaction ici que l'on a, eh bien, ne travaille pas. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune influence sur les transferts énergétiques lors du mouvement. Alors, je vais maintenant faire la deuxième. Je vais faire le poids. Donc le poids ici, il est fait en bleu. Alors comment je vais le noter? Donc le travail de A vers B du poids P, toujours la même chose, j'applique ma définition, c'est P scalaire AB. Donc c'est égal à P fois AB fois le cosinus de l'angle entre le poids et AB. Pardon. Alors, quel est cet angle-là? Alors regardez bien, le poids est ici, le déplacement est là. Bah donc c'est cet angle qui se trouve ici. Voilà. Alors je vais l'appeler par exemple bêta. Bêta. Je vais le faire un peu mieux parce que du coup, c'est peut-être pas une lettre que vous connaissez bien. Bêta. On va l'appeler comme celui-ci. Voilà, bêta je le fais en plus gros ici si vous voulez, hein, c'est ça. Donc bêta, donc c'est cet angle-là. Attention, hein, c'est pas l'angle alpha, hein, puisque c'est l'angle, hein, ici c'est l'angle entre le poids et le déplacement. Le déplacement est comme ceci, le poids est comme cela, donc c'est bien cet angle qui se trouve entre les deux. Alors, c'est pas très compliqué, hein, puisque regardez bien maintenant votre angle bêta. Hein, ici j'ai un angle droit. Bah, vous savez que la somme des angles dans un triangle, hein, c'est celui-là, et bien c'est égal à 180 degrés. Ça veut dire que vous devez savoir que votre 180, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à alpha plus bêta plus 90 degrés. Ce qui veut dire que votre angle bêta, c'est 180 moins alpha moins 90. C'est-à-dire en gros, bah, c'est 90 moins alpha. D'accord? Et donc là, je peux le calculer assez facilement puisque, alors, le poids P, c'est M fois G, ça c'est à connaître, fois AB, fois cosinus de 90 moins alpha. Et donc, alors la masse, on vous la donne, hein, dans l'énoncé, je me souviens plus combien c'est 50 kg, donc c'est 50, fois G, c'est 10, la longueur AB, c'est pareil, elle est donnée, hein, c'est 20 mètres. Voilà. Donc 20 mètres fois le cosinus, cosinus 90 moins alpha qui est de 20 degrés, je crois, c'est ça. Voilà. Et donc là, je peux calculer mon poids. Alors je peux faire l'application numérique. Ici, on va trouver une valeur qui va être égale à 3,4 fois 10 puissance 3. 3 joules. Voilà, celui-là est un petit peu plus compliqué, vous voyez, à calculer. Alors, c'est pour ça que vous avez fait de la géométrie, hein, du coup, il faut faire un petit peu de géométrie ici pour pouvoir y arriver. Et le dernier, c'est la force de frottement. Donc la force de frottement, ici, petit f. Alors, ici, que j'ai fait en rouge, je crois, donc le travail de AB, enfin, de A vers B de la force de frottement, eh bien c'est toujours, j'applique, c'est F scalaire AB, ce qui vous donne F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Voilà. Alors, quel est cet angle-là? Alors, AB est ici. F est pareil, hein, donc si vous regardez bien l'angle entre les deux, eh bien c'est un angle de 180 degrés. Donc ce qui nous donne cosinus de... Oh mais j'ai du mal. Cosinus de 180 degrés. Donc c'est égal à F fois AB fois cosinus de 180. Et cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc ça vous donne
moins, alors, ça fait, on va peut-être pas le noter comme ça, sinon vous n'allez pas comprendre. Alors, F, on vous la donne, c'est 110 newtons, c'est bien ça. Fois AB, c'est 20 mètres, fois cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc, on trouve moins 220, du coup, ici. Donc, moins 2,2 fois 10 puissance 3. Pardon, oui. Voilà. Joules. Voilà, j'ai calculé mes 3 travaux. Donc le travail est nul, hein, j'aurais pu même joule ici, c'est 0 joule. Donc ici c'est 0 joule, ici c'est donc je vais transférer une énergie de 3,4 fois 10 puissance 3 joules, et ici, eh bien, je vais entre guillemets perdre une énergie de 2,2 fois 10 puissance 3 joules. Alors, chacun de ces travaux est-il résistant, moteur ou nul? Eh bien alors ici pour le R, eh bien ici le travail est nul. Je vais le marquer en vert, ce que j'ai fait en vert. Donc le travail, alors j'écris vraiment pas bien, est nul. Ici, c'est supérieur à 0, ça veut dire que votre travail est moteur. Un travail moteur pour le poids. En effet, hein, puisque le poids, c'est lui qui va faire que vous allez augmenter votre vitesse. Hein. Et puis le dernier, bah, c'est une valeur qui est négative, donc votre travail ici est résistant. Heureusement, hein, voilà, les forces de frottement, c'est quelque chose qui va résister au mouvement, donc qui vont vous ralentir. Donc ici, j'ai un travail résistant. D'accord, voilà. Hein, on comprend bien que ici, voilà, le poids, bah, comme c'est ça qui vous fait tomber, c'est ça qui fait augmenter votre vitesse. La réaction n'a pas d'influence sur votre déplacement, et par contre, les forces de frottement, bien, vont résister ici à votre déplacement. Alors, petite dernière remarque, en fait, il existe plusieurs types de forces qu'on appelle les forces conservatives et non conservatives. Euh, les forces conservatives sont celles qui vont pas dépendre du déplacement du chemin, c'est-à-dire que quel que soit le chemin que je prenne, eh bien, ça va être toujours le même travail. Donc, c'est l'exemple typique, c'est le poids. Et puis, ce qu'on appelle les forces non conservatives, qui vont pas permettre justement de conserver cette énergie mécanique, c'est typiquement ce qu'on appelle les forces de frottement. Voilà, je fais une petite remarque, mais c'est pas forcément à savoir. Voilà, c'est terminé pour cette dernière vidéo qui commence à être un petit peu plus compliquée. Et puis il nous restera une dernière à faire sur l'énergie et le travail, et enfin les transferts énergétiques et la puissance. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.